Oui, bonjour. Alors, moi, j'apporte une quatrième roue aux roues dont parlait le présentateur précédent parce que j'amène les personnes âgées en classe. Alors, je veux dire, pour commencer, un bonjour à Serge Goyette, qui est membre de notre groupe et à qui je vais donner la parole tout à l'heure, si ça lui va bien. Alors, ma présentation va avoir finalement 2 ou 3 parties. En première partie, je vais expliquer d'où vient ce concept d'éducation transgénérationnelle, qu'est-ce que c'est qu'apprentissage, tout son historique, parce que c'est un concept éducatif qui roule depuis déjà une vingtaine d'années. Après ça, je vais expliquer comment, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on peut considérer maintenant, comment on peut élargir cette pensée-là et pourquoi c'est très important. C'est vraiment un ajout au monde de l'éducation. Et en dernier, ben, s'il y a des gens qui ont des questions, ça va me faire particulièrement, je vais être particulièrement heureuse de répondre aux questions. Alors, est-ce que vous voyez mon keynote à l'écran? Bon, c'est parfait. Voilà. Alors, le papa d'apprentissage, c'est M. Pierre Poulin, qui enseigne à l'école Wilfrid Bastier du service de la Pointe-de-l'Île de Montréal. Si vous voulez communiquer avec M. Pierre Poulin, j'ai mis le Twitter ici, c'est AP Poulin, ou sur Facebook Apprentissage. Pierre Poulin est un éducateur assez remarquable et particulier, en ce sens qu'il est très créatif dans sa relation avec ses élèves, dans sa relation avec l'éducation. Il est, entre autres, un des créateurs du projet e-classe. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le projet apprentissage. Alors, Pierre Poulin dit « Apprentissage, c'est une activité qui répare une erreur qu'on a faite en séparant les générations à l'école. » Donc, on dépasse l'idée juste de la relation parent-enfant et enseignant. On mène aussi les personnes qui ont vécu 1 ou 2 générations plus tôt et les faire participer à l'école. Alors, ça a commencé avec Interage. Interage, ça a été une idée de Pierre Poulin et du centre du réseau d'entraide de Saint-Léonard. Et ça date d'une vingtaine d'années environ. Il y a 20 ans, la plupart des personnes âgées étaient très mal à l'aise face à l'utilisation des outils numériques. Les ordinateurs, les tablettes. Les tablettes n'existaient pas il y a 20 ans, mais en fait, surtout les ordinateurs. Et les élèves, par contre, la plupart des élèves sont très habiles dans l'usage des technologies numériques. Et le lien s'est fait de la façon suivante, c'est qu'il y avait un regroupement élèves, personnes âgées, et l'élève de 5e année, donc des enfants de 9-10 ans, initiait la personne âgée à l'usage de l'ordinateur. Comment ouvrir un ordinateur, comment envoyer des courriels, comment envoyer des photos à leurs petits-enfants, comment remplir des formulaires en ligne pour diverses activités, particulièrement la banque, les gouvernements, etc. Et ce projet apprentissage s'est déroulé au fil des ans sans problème. Il y a eu cependant une deuxième étape. Au début, ce n'était uniquement les élèves qui initiaient les aînés à l'usage des technologies numériques. Cependant, en deuxième étape, les aînés ont aussi participé aux activités de la classe. Et là, c'est vraiment une histoire de la coéducation. Les aînés apportaient soit leur culture, soit tout simplement participer à des sorties pour donner aux élèves un regard différent sur le monde qui les entoure. Alors ça a été fantastique. Il y avait cet échange élèves-aînés. Les aînés pouvaient aider les élèves dans certaines activités scolaires, l'apprentissage du français, entre autres. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la COVID? Ces rencontres-là n'étaient plus possibles. Alors, il a fallu créer une nouvelle façon de procéder. Et l'année scolaire 2020-2021, les aînés rencontrent les élèves à l'aide de visioconférences. Alors, une fois par semaine,
les élèves de la classe de Pierre Poulain et le groupe d'aînés se rencontrent le mardi. Et en plus de ça, certains aînés se joignent à quelques élèves, 2, 3, 4 élèves, et font des activités particulières. Et là, je ferai appel à Serge. Es-tu là, Serge? Ouvre ton micro, s'il te plaît, si tu peux parler, nous faire part de ton expérience. Oui, je vais mettre ma caméra aussi. Ah, Serge, oui, ben oui, certainement. Oui. Moi, en fait, ce qui s'est passé avec apprentissage, Pierre a fait appel à moi parce que depuis des années, je m'occupe, on me demande souvent d'intervenir auprès de jeunes garçons ou auprès d'enseignants, d'enseignantes qui ont des difficultés avec certains comportements de garçons. Puis tranquillement, je me suis développé une expertise à ce niveau-là. Puis Pierre m'a demandé, il y avait un jeune garçon dans sa classe qui arrivait, un jeune garçon qui ne parlait pas français, qui avait beaucoup de difficultés à se faire des amis comme ça. Fait que Pierre m'a demandé si je pouvais travailler avec ce jeune garçon-là, l'accompagner. Puis j'ai déjà utilisé un jeu Lego qui s'appelle Wido 2.0, qui est en fait un peu un jeu de robotique. Ce qui est extraordinaire dans la démarche, c'est que je ne connais rien en robotique. Donc là, j'ai pris le jeu que j'ai laissé en classe, puis j'ai demandé au jeune garçon s'il voulait venir participer, puis de s'emmener quelqu'un avec lui, et il a amené une jeune fille. Puis depuis plusieurs mois, on travaille comme ça, à raison d'une heure par semaine. Puis souvent, dans des projets comme ça, faut avoir mis en place une espèce de grille d'évaluation. Puis moi, dans le cas de ma venue dans le programme avec ce jeune garçon-là, c'était j'espère qu'il va réussir à se faire des amis, j'espère qu'il va réussir à s'organiser un petit peu plus en français. Et la semaine passée, le jeune garçon me dit, est-ce qu'on peut emmener une autre personne avec moi? Il avait déjà emmené un autre garçon de cette classe. Fait que là, il me dit, est-ce que je peux emmener un autre ami? Est-ce que je peux emmener un autre ami? Ben oui, bien sûr. Et lors de l'atelier, je voyais ce jeune garçon-là qui expliquait en français un peu comment on était en train d'avancer le jeu. Fait que pour moi, apprentissage, ça a été d'aller rejoindre un jeune garçon, ça a été de travailler puis d'apprendre. Hein, d'apprendre, on apprend de chaque côté parce que moi, je suis assis chez moi, je les regarde travailler, disons-le, puis on échange. Puis là, ils ont commencé à me poser des questions sur moi. Au départ, c'était l'espèce de lien avec le jeu, puis là, maintenant, on commence à me poser des questions sur moi. Puis la première question qu'on m'a posée dernièrement, c'est vous êtes dans quel pays? Pour eux, parce qu'on se voit à distance, ils devaient penser que j'étais, je ne sais pas trop où, en quelque part dans l'univers, mais je suis à Moscou, je suis tout près de chez eux. Ce que je comprends du projet d'apprentissage, c'est que au départ, je pensais que j'étais là pour eux, puis eux pensaient qu'ils sont là pour moi, pour m'aider à sortir de mon isolement, puis tout ça. Puis en fait, ce que Pierre réussit à faire, c'est de brancher des fils ensemble, des personnes qui ont fait beaucoup, qui ont eu beaucoup d'expérience, des jeunes qui sont en train d'apprendre, puis on mélange nos fils ensemble, on se connecte, puis on avance, et ça me fait grandir. Est-ce que ça va, Louise? C'est merveilleux, Serge. Ton expérience a une grande valeur. Et voilà, on va continuer la présentation et n'hésite pas à intervenir hein, à tout moment. Merci. OK, merci, Louise. Alors, pour vous penser au, comment je pourrais dire, à comment apprentissage peut être utile dans le monde de l'éducation, je vous parle ici de quelques constats de réalité actuelle en éducation au Québec. Il y a, tout le monde va d'accord avec moi là-dessus, il y a une pénurie d'enseignants. Il y a un manque d'éducateurs spécialisés pour répondre à trop d'élèves à problème. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'élèves à problème dans nos classes. Et ça, c'est surprenant parce que nous, à mon époque, lorsqu'on allait en classe, nous avions une certaine discipline. Moi, je vais vous donner une petite anecdote, je suis allée faire du bénévolat dans une des classes de mes petits-enfants il y a quelques années et je faisais participer avec un petit groupe en théâtre. Alors, on allait dans un autre local. Moi, je ne connaissais pas, c'est des petits-enfants de première année là, dont je vous parle. Et moi, je ne connaissais pas l'école. Alors, quand l'enseignante a dit, bien, rendez-vous à la salle de garde.
Alors, moi, je ne savais pas où c'était. Je voulais suivre les élèves. Je n'ai pas eu le temps de mettre le pied hors de la classe, qu'ils étaient complètement disparus. Ils courent dans l'école. Alors, il y a un manque d'une discipline fondamentale qui fait que pour les enseignants, c'est extrêmement difficile d'enseigner parce que les élèves à problème dérangent l'ensemble des autres et c'est très frustrant aussi pour les élèves qui, eux, n'ont pas de problème et qui aimeraient ça apprendre. Donc, ça, c'est un de nos problèmes très particuliers à l'éducation en ce moment. Avec la pandémie, avec les écoles qui ouvrent, qui ferment, ben, il y a eu de grands retards dans les apprentissages et tout le monde en parle. Une autre chose, c'est qu'on a des risques sanitaires, parce que là, nous en sommes au Québec, ça va très bien au niveau de l'évolution de la COVID, mais si on regarde nos voisins canadiens, c'est pas mal moins intéressant, parce que les cas sont de plus en plus nombreux, puis il y a certains pays, comme les Indes, par exemple, aussi dramatiques. Et il y a aussi une certaine instabilité scolaire, parce que là, on change, il y a beaucoup de changements. On passe du concept de commission scolaire au concept de service scolaire. On passe, les enseignants sont en processus de réévaluation. Alors ça, ce sont quelques constats de l'école actuelle. Maintenant, je vais faire quelques constats aussi au sujet des personnes âgées. Le vieillissement actuel de la population, c'est une des plus importantes transformations sociales du 21e siècle. Il n'y a pas si longtemps, il y a une cinquantaine d'années, les gens mouraient environ à l'âge de 60 ans. À 60 ans, on était vraiment vieux et puis on était près de la tombe. L'être humain n'est pas conditionné pour vivre de 25 à 30 ans à rien faire. Il faut occuper les personnes âgées et ces personnes âgées qui ont une vie active sont capables encore de participer à la société, peut-être pas en étant payées, mais elles ont quand même des capacités. Maintenant, depuis toujours, il y a eu une certaine ambiguïté sur la vieillesse. Dans un sens, pour la civilisation gréco-romaine dont nous sommes issus, la plupart des auteurs nous décrivent la vieillesse comme un moment de décrépitude, de personnes qui perdent leurs moyens, etc. Mais par contre, dans d'autres cultures, les cultures autonomes, par exemple, avec les Inuits, où l'aîné connaît à la connaissance, qui est capable de guider les plus jeunes. Dans les cultures orientales, dont les Japonais sont les champions, les aînés sont considérés comme une source de sagesse, de connaissances pour guider les nouvelles générations, pour éviter que les nouvelles générations ne réinventent pas la roue. Alors, d'autres constats, justement, c'est que les vieux possèdent de l'expérience, pas tous, mais beaucoup, et une sagesse qui peut servir de balise aux jeunes générations. Moi, je donnais l'exemple, par exemple, de comment on est quand on grandit. C'est comme si on escaladait le mât du stade olympique, par exemple. Quand on est petit, on est au niveau du sol, on voit ce qui se passe autour de nous. Lorsqu'on est adolescent, on voit ce qui est plus haut, mais quand même, tous nos concitoyens. Et plus on avance en âge, plus on voit les choses de haut. Mais par contre, l'avantage de voir les choses de haut, c'est qu'on voit plus loin. Et on peut voir, à cause de notre expérience, voir les dangers, voir comment la route s'oriente dans le futur. Les personnes âgées ont cette capacité d'aller voir plus loin, ce que les jeunes générations ne peuvent pas parce qu'ils ont le nez collé sur la réalité. Maintenant, ils jouent aussi un rôle essentiel dans le transfert des valeurs culturelles et la préservation des traditions. Et je pense que la tradition, c'est très important parce que la tradition comprend tout le passé de l'humanité. Alors, les personnes âgées sont des gardiens d'un riche patrimoine culturel et comme ça, on peut le transmettre aux générations futures. Maintenant, demain, qu'est-ce qui se passe?
Alors, je vous cite ici Laura Carstensen, qui est la directrice, fondatrice du Stanford Center on Longevity. Si vous disposez d'une population importante d'êtres humains, émotionnellement stables, instruits et relativement sains, c'est une bonne ressource. Et le mot-clé dans cette phrase, à mon avis, est le terme de ressources. On a vu tantôt les difficultés que rencontrait l'école contemporaine au Québec. Et souvent, ailleurs au monde, on retrouve, si on lit les rapports de l'UNESCO, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de constats semblables. Mais là, concentrons-nous sur la situation québécoise. Bien, je crois que les personnes âgées sont une ressource auquel les enseignants peuvent faire appel pour les supporter, pour les aider dans leurs tâches auprès des élèves, pour remplacer tous ces services qui leur manquent. Par exemple, il va y avoir des personnes âgées qui sont excellentes en français, donc ils peuvent apprendre, guider les enfants pour les aider à faire leurs devoirs en français, par exemple. Ils peuvent avoir une présence constante, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, par Zoom, on rencontre les enfants et on discute avec eux. Dans notre groupe à nous, là, avec Pierre Poulin, il y a Marie Laberge qui, elle, fait la lecture à des groupes d'enfants toutes les semaines. Elle lit des livres qui correspondent à leur âge. Et après ça, ils ont la discussion, l'analyse de cette lecture-là. Ça, c'est un type différent d'aide que peuvent apporter les personnes âgées. Donc, il faut considérer ces gens-là comme une ressource. Et une autre phrase de Mme Carstensen, c'est que le défi de notre époque est de construire un monde qui correspond aux besoins des plus âgés comme des plus jeunes. Et cette relation intergénérationnelle comble un de ces besoins-là, en ce sens que les personnes âgées sont souvent isolées, surtout dans le contexte de la pandémie. La présence avec les jeunes est un stimuli. Ça les aide à rester éveillés, ça garde leur esprit actif, ça les aide à se sentir utiles parce qu'ils participent à une œuvre dans laquelle ils sont très appréciés. Une chose que j'ai remarquée par notre expérience avec la classe de Pierre Poulin cette année, les élèves adorent communiquer avec nous. Ils sont heureux, ils se sentent valorisés, ils se sentent... ils apportent, on leur donne on leur apporte une certaine richesse émotive. J'ai remarqué, entre autres, que pendant les vacances de Noël, nous communiquons par Zoom, mais nous communiquons aussi par écrit dans un module qui s'appelle Schoology. Mais pendant les vacances de Noël, beaucoup d'élèves continuaient à communiquer avec les personnes âgées par écrit sur Schoology et discuter de divers sujets scolaires ou d'enrichissement scolaire aussi. Alors, vous voyez qu'il y a un lien positif de part et d'autre à ce niveau-là. Et en dernier lieu, je veux souligner aussi qu'il faut quand même éviter d'être naïf. Pour mettre sur pied un programme tel qu'apprentissage, ça demande, premièrement, la permission de la direction d'école. Deuxièmement, ça demande beaucoup de souplesse de la part de l'enseignant. Parce que là, traditionnellement, particulièrement au primaire, mais au secondaire, au niveau de leur classe, c'est souvent les enseignants étaient maîtres après Dieu dans leur classe. Avoir quantité de personnes qui viennent comme ça régulièrement ou plus ou moins régulièrement intervenir au niveau de leur enseignement, ça leur demande une très grande souplesse. Deuxième chose, éviter d'être naïf aussi, en ce sens que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est des anges tombés du ciel. Il y a chez les personnes âgées des représentants de tous les types de la population. Donc, pour mettre sur pied un tel programme, c'est important de s'assurer qu'aucune relation s'établisse en dehors du cadre scolaire. Alors, autrement dit, les Zooms sont permis
avec les élèves par l'enseignant, euh, uniquement ceux dont l'enseignant donnait permission. En plus de ça, on ne s'écrit pas personnellement, on s'écrit via une plateforme. Dans le cas avec Pierre Poulin, c'est la plateforme de Scologie. Donc, la relation se fait d'une manière personnelle, mais à l'intérieur du cadre scolaire, pour éviter tout danger dont vous savez que ça peut exister. D'un autre côté, il faut éviter d'être naïf de la part des enfants aussi. Dans le cadre de la classe de Pierre, ce sont des jeunes de 9-10 ans. En général, il n'y a pas trop de problèmes, comment je pourrais dire, de ces jeunes-là. Ils sont encore assez sages, mais si on veut établir la scologie, si on veut établir apprentissage au niveau du secondaire, ben, il faut faire attention pour pas que, justement, les jeunes demandent trop d'informations. Il y a des jeunes qui sont, pas très honnêtes et puis qui pourraient avoir tendance à tirer parti de la naïveté de certaines personnes âgées. Donc, ce sont des écueils auxquels il faut être attentif. Et voilà, je vais redonner la parole à Serge pour terminer cette présentation. Oui, merci, Louise. En fait, une des choses que moi je voudrais rajouter, c'est que dernièrement, on entendait parler de programmes de tutorat, puis ça semblait être compliqué, puis ça prend du temps, puis ça va prendre du temps. Puis là, moi, pendant ce temps-là, j'écoutais ça à la télévision, je lisais ça dans les journaux, puis je me disais, mais qu'est-ce que nous, on fait en ce moment? C'est un peu ça, puisqu'il y en a qui travaillent du français. Jean-Pierre qui travaille avec les jeunes, qui regardent le côté cinéma, le côté production. Françoise, de son côté, qui amène toute la notion de voyage aussi, puisqu'elle vit à l'extérieur du pays, etc. On avait chacun notre rôle. Puis ça n'a pas été compliqué de nous réunir. En fait, ça prenait, comme tu disais, Louise, ça prenait Pierre, qui a fait appel à nous comme ça, parce qu'il connaissait un, l'autre, puis etc. Puis pour moi, ma réaction de personnes qui participent à l'apprentissage, c'est que mon chef, c'est Pierre. Moi, je suis là pour servir l'œuvre de Pierre. Moi, je fais partie de son environnement. C'est le fun que tu en parles. Ça se passe dans la classe, puis c'est dans l'environnement de classe. Et c'est réellement, moi, là, et je vois ça comme mon chef, c'est Pierre. Il a fait appel à moi. Moi, je suis là pour servir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À quel moment D'accord avec je vais toi le faire? là-dessus. Pardon? Excuse-moi, mais je suis absolument d'accord avec toi. C'est le maître qui est notre maître. C'est ça. Excuse-moi. Oui, on n'est C'est pas, ça. c'est Puis plutôt c'est les ça qui chefs. est intéressant. Puis ce que je trouve spécial, c'est que quand des projets viennent de la base, puis que c'est bien compris par la base, les choses se passent bien. On n'a jamais revendiqué, nous, le statut de tuteur ou quelque chose comme ça. On est apprentissage dans l'équipe de Pierre. Puis moi, je crois beaucoup aux gens de la base. C'est bien qu'il y ait des grandes structures immenses qui pensent à des choses, mais il y a souvent des très beaux projets comme le nôtre qui vient de la base, puis j'espère qu'on va grandir encore. Puis moi, je parle à certains de mes amis, puis je leur dis, écoute, si ça t'intéresse, c'est le fun. C'est un rendez-vous 2 fois par semaine. Une fois, on rencontre le groupe. Ils nous posent des questions et ils nous disent ce qu'ils pensent une fois par semaine. Puis ensuite de ça, on peut travailler avec nos jeunes. C'est très, très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis il y a une question aussi de, comme tu disais, Louise, d'enlever l'isolement. Puis, je vais vous dire entre vous autres, je ne le dirai pas ouvertement partout, là, mais quand j'ouvre mon écran, puis que je vois les visages de mes 3-4 jeunes qui me regardent, puis qui disent « Ah, bonjour, Monsieur Serge », ça fait beaucoup de bien à la personne qui est un peu isolée chez lui pendant le temps de pandémie. Fait que si, parlez-en à vos amis, s'il y a des gens qui veulent intégrer apprentissage, Louise a dit tantôt l'adresse de Pierre, gênez-vous pas, puis je vais le dire comme ça, là, même si on est vieux, même si on a du temps de fait, on peut faire des bébés. Fait que faisons des bébés de projets, faisons plein de bébés de projets. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Louise.
Bien, merci Serge et merci de la part de tous les personnes qui nous écoutent. Et s'il y a des questions, gênez-vous pas, soit pour Serge, soit pour moi. On est à votre disposition. Alors, j'espère qu'on a su vous transmettre l'importance sociale d'un tel projet parce qu'il apporte justement une aide réelle dans une école qui en a vraiment besoin et une aide réelle aussi à des personnes qui ont tant à offrir. Et la situation ne changera pas. Il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, des personnes en bonne forme physique, en bonne forme intellectuelle, qui n'ont que le désir d'augmenter leur loisir, parce que c'est une forme de loisir. C'est un travail, mais c'est un travail plaisant. Comme dit Serge, il est très heureux euh, comment je pourrais dire, il est très heureux de rencontrer ses enfants. Alors donc, c'est quelque chose de gagnant. C'est un concept gagnant par la société.